Bienvenue! Aujourd'hui, on va parler de bruit et de couleurs, notamment du rose. Il existe un bruit blanc et un bruit rose. Et nous allons voir à quoi ce dernier peut être utile. Pour les autres couleurs, je place un lien dans la description. Le bruit blanc, tout d'abord, est un bruit complètement aléatoire. Toutes les fréquences audibles ont la même densité. À l'écoute, cela ressemble à un souffle plutôt aigu. Par contre, pour le bruit rose, l'énergie spectrale est constante par banque d'octaves. La quantité d'énergie est inversement proportionnelle à la fréquence. On a beaucoup de graves, une moyenne en médium et un peu d'aigu. Je place les liens explicatifs dans la description de la vidéo. Le bruit rose est aléatoire comme le bruit blanc, mais en exemple, il contient autant d'énergie entre 500 et 1000 Hz que entre 4000 et 8000 Hz. À l'écoute, c'est également comme un souffle, mais avec plus de puissance dans les graves. Personnellement, je trouve que ce bruit rose fatigue très vite les oreilles. Des personnes l'utilisent pour favoriser l'endormissement. Quel rapport avec la hi-fi? Prenons un système hi-fi, avec par exemple une source qui donne le meilleur son possible, une platine CD. Hélas, toutes les platines CD ne se valent pas, ça commence bien, et je ne parle pas de la qualité de prise de son et du mixage de l'enregistrement. Le signal passe par cet amplificateur qui va le traiter et l'amplifier vers les enceintes. L'amplificateur doit être transparent et ne pas dégrader ou déformer le signal sonore. C'est encore raté. La qualité de l'appareil entre en jeu, et de plus, certains amplificateurs ont leur son propre, soit chaleureux, soit précis, détaillé, soit cristallin, que sais-je encore. Cela dépend de la conception, de la marque, du modèle et de l'âge des composants. Passons aux enceintes. Même chose ici. Chaque modèle aura sa restitution propre, chaleureuse, colorée, punchy, etc. De plus, il faut trouver le bon mariage entre l'amplificateur et les enceintes. Des enceintes peuvent restituer un son médiocre avec un ampli et sonner merveilleusement bien avec un autre. Et ce n'est pas fini. Qu'en est-il de vos oreilles? Vous avez aussi vos préférences sonores, sans doute dictées par le style de musique que vous aimez, votre vécu ou vos expériences. Ce qui fait que vous préférerez un système soit détaillé au son chirurgical, soit plus charpenté et plus gras dans sa restitution. Il faut bien sûr veiller à disposer correctement les enceintes, ce que je ne peux faire ici dans cette pièce. Et la pièce, c'est le dernier élément qui va finir de gâcher le signal sonore. Écoutez de la musique et enregistrez-la avec votre téléphone portable par exemple. Écoutez ensuite cet enregistrement. Vous entendrez votre pièce, c'est-à-dire toutes les réflexions du son sur les parois et sur le sol. Vous entendez ma voix avec un traitement d'amélioration vocale. Et voici ma voix sans ce traitement, qui fait que l'on entend l'espace autour de moi. Pourtant, la hi-fi, ça marche. Et comme je le dis toujours, tout est affaire de compromis. Le système audio parfait n'existe pas. Et de plus, le système que je trouve personnellement idéal ne plaira pas à quelqu'un d'autre, ou ne sera bon que pour un style précis de musique. C'est comme ça. Une fois les enceintes correctement placées, la pièce adaptée avec un tapis sur le parquet, de gros rideaux ou des panneaux acoustiques pour étouffer les réflexions sonores indésirables, on peut encore améliorer le rendu sonore avec quelques réglages. Par exemple, ces enceintes proposent un réglage au niveau des hautes fréquences. On va le laisser ici en position intermédiaire. L'amplificateur propose aussi des boutons d'action sur les graves et les aigus pour que l'on puisse en rajouter ou en retrancher. Je laisse ici en position neutre pour la suite. Cet ampli propose par exemple en plus un réglage sur les médiums. Ici, cet ampli propose un réglage des graves et des aigus distincts pour chaque enceinte. Sur celui-ci, on trouve un réglage pour les médiums et également pour les aigus ou les graves sur une fréquence que l'on souhaite.
Un mot sur la fonction loudness qui rajoute des graves en bas du spectre et des aigus tout en haut. Cette fonction n'est utile que pour les écoutes à faible niveau sonore, car notre oreille, et oui, encore elle, est physiologiquement plus sensible au médium. Alors il faut booster les extrémités de spectre à faible volume pour retrouver un équilibre musical apparent. Je la désactive pour la suite de ma démonstration. Mais tous ces réglages sont faits à l'oreille afin d'obtenir le son qui paraît convenir le mieux. Grâce au bruit rose, on va pouvoir régler plus scientifiquement le système pour vraiment avoir le son le plus équilibré. On va encore monter d'un cran en ce qui concerne les réglages correctifs du son. Je vous présente ici cet égaliseur JVC SAE80 de 1979. Il va permettre d'ajouter ou de retrancher des fréquences autour de 10 points entre 30 Hz et 16 000 Hz sur la voie de gauche comme sur la voie de droite. Mais justement, il est impossible de faire ces réglages à l'oreille uniquement. C'est là qu'intervient notre fameux bruit rose, et on voit que cet appareil propose une fonction peak noise, soit bruit rose en français. Ce bel appareil haut de gamme de 8 kg ne possède pas de puce électronique et ne contient que des éléments discrets. La gestion de l'afficheur prend le volume d'une boîte à chaussures à l'intérieur. Pour connecter cet égaliseur à notre chaîne hi-fi, certains amplificateurs proposent une sortie du préampli et une entrée vers l'étage d'amplification finale. Ces sorties et entrées sont connectées entre elles. C'est ici que l'on va intercaler l'égaliseur. Par exemple, ici, sur un Kenwood KR 5600, je retire les cavaliers et je branche un câble RCA sur les fiches de sortie droite et gauche. Et je branche l'autre côté de ce câble sur les fiches d'entrée de l'équaliseur. Pour le retour du signal sonore, je branche un autre câble de la sortie de l'égaliseur vers l'amplificateur. Si votre amplificateur ne propose pas cette connectique, on connecte alors l'égaliseur comme une platine cassette, avec un câble aller et un câble retour. Pour écouter le son qu'il renvoie, on placera l'amplificateur en position tape monitor. C'est ce que j'ai fait ici sur les branchements du tape A. Notez que les égaliseurs proposent des connexions pour quand même pouvoir brancher votre platine cassette à votre système. Nous avons ici un exemple de courbe de fréquence constatée dans votre pièce avec votre système. On voit une forte mise en avant des graves autour de 100 Hz et un trou dans les aigus après 1 kHz. L'analyseur de spectre va afficher la courbe de réponse correspondante. On va donc changer la position des curseurs afin de diminuer les fréquences en excès et de renforcer les fréquences sous-représentées. Le but est d'avoir des barres graphes de même niveau. Grâce à ces corrections mesurables, la courbe de réponse constatée dans la pièce sera plate, c'est-à-dire que toutes les fréquences sonores seront présentes au même niveau. L'acoustique de votre système dans cette pièce sera la meilleure possible. Mais comment l'égaliseur peut-il afficher la courbe de réponse de la pièce? Tout simplement en utilisant un micro. Bien, maintenant, il faut trouver un micro. Non. Non plus. Alors. Ah, dommage. Ok. Ah, directionnel. Dommage. Redson ME41, 210 francs. Cardioïde,
50-16 MHz. Ça m'a l'air d'être bien. Je crois qu'on va pouvoir utiliser ça. On va placer le micro au sweet spot. Ce point est l'endroit où il faut se trouver pour avoir le meilleur son. C'est le sommet du triangle formé avec les deux enceintes, correctement placé dans la pièce. Ici, sur ce parquet, je devrais même disposer un tapis pour éviter la réverbération au sol. Bien sûr, je vais placer le micro à une hauteur compatible avec celle des enceintes. C'est normalement la hauteur des oreilles de l'auditeur lorsqu'il sera assis dans son fauteuil. Bien, c'est parti, on va mettre en place le pied du micro. Voilà, la configuration est en place, le micro est au premier plan, et vous voyez dans le fond l'afficheur du JVC. Donc quand je parle, on voit que ça bouge sur les fréquences les plus hautes, et qu'il me reste quand même un petit problème. Si on fait le silence complet, j'ai quand même du son qui est capté dans les extrêmes graves. Donc j'essaie d'expliquer pourquoi il y a des sons dans les graves, en dessous, autour de 50 Hz en fait. Alors à l'extérieur il pleut, je l'entends, je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais il se peut que le micro capte un bruit de fond. Il y a également du 50 Hz, il y a des transfos qui peuvent tourner, donc il y a également le transfo de l'ampli qui est là. Il y a peut-être le bruit de la platine qui tourne, donc on ramasse également un bruit de fond. Voilà, je pense que c'est quand même centré sur le 50 Hz, donc il y a quelque chose à filtrer dans la pièce avant de pouvoir continuer à faire nos essais. On remarque quand même ici, je suis à 1 mètre derrière le micro et me capte quand même assez bien. Mais clairement ce bruit de fond est capté par le micro, si je le coupe, tout tombe à zéro. Bien, comme vous le voyez, je me suis débarrassé du bruit de fond. J'ai tout simplement changé de micro, j'en ai pris un modèle un peu moins sensible, et ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez les barres graves qui affichent ma voix actuellement, qui est prise dans la pièce, avec tout à gauche les graves, et tout en haut les aigus sur la droite. On va donc maintenant balancer le peak noise dans la pièce, et regarder la courbe de réponse. Donc je vais faire les deux voix, gauche et droite. Donc on a vu un manque de basse tout à gauche et une rapide pente des aigus tout à droite. Donc on va maintenant contrebalancer ça en faisant bouger les curseurs de réglage. Et on va faire une voix à la fois. Je vais d'abord commencer par la voix de droite. Voilà, j'ai repositionné correctement mon micro. Et on va traiter cette voix de droite. Donc j'envoie le peak noise.
Voilà, bon, c'est un bruit aléatoire, donc il y a des fluctuations permanentes. Il faut essayer de moyenner un petit peu tout ça. Là, le résultat est assez étonnant. Vous voyez les curseurs sur la voie de droite. Apparemment, l'enceinte donne trop dans les aigus, et puis j'ai dû un peu renforcer les graves. Donc il y a un trou ici dans trop d'aigus de la part de l'enceinte. J'ai dû vraiment mettre à 0 ici sur la gamme. Ce sont les 4 kHz, c'est vraiment trop. Et ensuite, pour combler le trou final, j'ai dû remonter complètement les aigus. On va passer à la voie de gauche. Là, c'est quand même un petit peu effrayant pour faire ce réglage. Alors l'enceinte est assez mal placée dans un coin de la pièce. Il y a une sous-pente juste au-dessus. C'est assez difficile de faire ce petit réglage. Normalement, on voit quand même que les curseurs sur le JVC là sont un petit peu dans le désordre total. Ça peut s'expliquer, hein. Ce sont des enceintes 2 voix. On a un bon boomer et puis ça tape tout de suite dans les aigus derrière. Et il y a un trou au milieu au niveau des médiums. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un renfort de médium. Ici, ouais, j'ai une différence de boomer, c'est peut-être dû à la position de l'enceinte, mais dans tous les cas, j'ai dû réduire fortement les aigus à cause des tweeters de ces enceintes-là. Des enceintes donc en 2 voix. Pour la démo du réglage de l'égaliseur à l'aide du bruit rose, j'ai pris quelques libertés fatales. Le câble du micro n'étant pas assez long, la prise de son est donc trop près de l'enceinte. Le micro a donc capté directement le son émis par cette dernière, ce qui a exacerbé les aigus. De plus, le micro utilisé est ancien, et je vois 2 choses dans sa courbe de réponse. Il y a une bosse dans les aigus au-dessus de 1500 Hz, et il devient dur de la feuille en dessous de 200 Hz, et complètement sourd en dessous de 100 Hz. Il date de 1966. Il n'est pas valable pour ce test. Il faut que je remette en place le modèle Redson des années 80. Après plusieurs minutes d'essai sur chaque voix, j'arrive à ce résultat un peu plus logique. Il y a ici besoin d'un renfort des médiums autour de 1 kHz et des aigus au-dessus de 8 kHz. Le 16000 est de toute façon inaudible. Vous avez donc compris l'utilité du bruit rose pour régler votre système hi-fi selon les caractéristiques de la pièce d'écoute. Mon installation n'est ici absolument pas optimale, déjà du fait du placement des enceintes sur le meuble avec les appareils. Il n'y a pas de découplage, et pourtant j'écoute du vinyle comme ça. C'est pas bien. Néanmoins, ce sont des écoutes à faible volume, cela me convient. Je précise que ce n'est pas ici mon système principal. Vous pouvez sonder votre propre pièce d'écoute sans avoir cet égaliseur haut de gamme. Vous devez d'abord diffuser un bruit rose. Récupérez un fichier audio de qualité, par exemple en .wave, et surtout pas un son issu d'une vidéo ou d'un fichier MP3. Le son est compressé dans ceci, et le bruit rose ne sera pas complet sur toute la gamme de fréquences. Utilisez ensuite un analyseur de spectre.
Je place un lien vers une application sous Android, mais il faudra faire attention à la qualité de la prise de son, dépendante de la qualité du micro de votre smartphone ou du micro ajouté en accessoire. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si vous avez apprécié ce sujet. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos à venir. D'ici là, faites de bonnes écoutes.